À suivre dès maintenant dans l'émission Front News. La Crimée. Les Russes essuient de nouveaux revers face aux forces ukrainiennes. Ils ramènent la péninsule temporairement occupée à la maison. Assaut de l'ennemi dans la direction de Kramatorsk. Vidéo exclusive au cœur même de l'enfer de la guerre. De plus, Poutine prépare une invasion des pays baltes. Qui sera la victime de la nouvelle agression du Kremlin? Des images de feu et de flammes en provenance du front à regarder dès maintenant. Bonjour, ici Volodymyr Tymoshenko et nous commençons tout de suite par le sujet principal. Les forces armées ukrainiennes libèrent avec assurance et méthode la Crimée temporairement occupée. Dernièrement, les forces spéciales du GUR ont achevé le dernier ferry ferroviaire russe à Kertch occupé. Tous les détails et des précisions exclusives. Regardons. Les occupants sont dans le viseur. Les forces de défense ukrainiennes détruisent le potentiel russe en Crimée. La péninsule devient impraticable pour les soldats de Poutine alors que le Kremlin prétend abattre ses cibles. La réalité est tout autre. Dépôts pétroliers en feu, pénurie de carburant et matériel ennemi détruit. L'armée ukrainienne a achevé le dernier ferry ferroviaire russe, le Slavianin, à Kertch. Il n'y a évidemment rien d'inattendu pour nous ici, par exemple, mais les statistiques le confirment. Selon le renseignement militaire, le Slavianin était un maillon clé du ravitaillement des occupants en Crimée. Par ce ferry, l'ennemi transportait carburant, armes, matériel militaire et munitions pour ses troupes. La destruction du Slavianin a de fait bloqué la logistique de l'armée d'occupation. C'est un coup très dur porté aux capacités de l'armée russe pour le redéploiement du personnel et du matériel directement vers la zone des opérations de combat. Et notez que la frappe survient au moment où l'armée russe redouble d'efforts dans la région de Zaporijia. Rappelons qu'en mars dernier, les forces spéciales ukrainiennes avaient déjà mis hors service le ferry Avangard. L'armée ukrainienne a également attaqué des infrastructures pétrolières. Notamment, des dépôts de carburant ont été touchés à Théodossie et à Gvardiske. Ils servaient au stockage des carburants et lubrifiants nécessaires au ravitaillement des occupants. Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit de nouveau ici. En effet, que dire de plus, tout est déjà bien clair. La péninsule est passée de forteresse imprenable, selon la propagande, à une zone de frappe permanente. À l'heure actuelle, nous pouvons dire que la logistique des troupes d'occupation est sous contrôle total par les unités de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine qui mènent des opérations actives en Crimée temporairement occupée. La Crimée est devenue une cible facile pour les drones ukrainiens. Début avril, l'armée ukrainienne a aussi frappé un entrepôt en Crimée contenant de rares drones russes, les Orions. Un avion An-72P et un radar guidant l'aviation des occupants ont également été touchés. Rien qu'en mars 2026, plus de 50 frappes réussies sur des sites militaires ont été notées sur la péninsule. La Crimée est très dépendante sur le plan logistique. Il y a le pont de Crimée, le ferry et bien sûr la liaison terrestre avec l'Ukraine continentale. C'est tout. Donc, si l'on contrôle de façon systématique par le feu les traversées en ferry, ce qui est déjà fait, et qu'on neutralise ensuite la logistique via le pont de Crimée, la présence prolongée des Russes en Crimée perd tout son sens. Ainsi, les capacités de ravitaillement des troupes et de l'administration d'occupation seront pratiquement réduites à néant. L'un des facteurs clés est la faiblesse de la défense antiaérienne. La défense aérienne de la Crimée occupée traverse sa pire période depuis le début de la guerre totale. La défense aérienne en Crimée était jugée comme l'une des plus denses des zones occupées en Ukraine. Il s'agit de 3 échelons de système de défense aérienne. Suite aux frappes réussies sur les S-300, S-400, Pantsir S-1 et les radars, les capacités de défense active de l'armée russe pour les sites stratégiques et militaires ont été quasi anéanties. Les forces ukrainiennes mènent une campagne systématique de démilitarisation de la Crimée, détruisant méthodiquement la logistique, la défense aérienne et la flotte ennemie.
Passons maintenant à l'analyse de la situation opérationnelle sur le front brûlant de Pokrovsk. Des combats acharnés se poursuivent. Dans le secteur de Pokrovsk, depuis l'aube, les occupants ont tenté 18 fois de déloger nos soldats de leur position près des localités d'Ivanivka, Rodinske, Mirnorad, Shevchenko, Rishin, Pokrovsk, Udachne, Novomykolaïvka, Novopavlivka, Molodetske et Novopidorod. 3 opérations d'assaut ennemies sont toujours en cours. De plus, 16 motos transportant des troupes d'assaut russes ont lancé une offensive vers Kramatorsk. Des vagues d'occupants sur plusieurs motos ont tenté de reprendre des positions aux parachutistes. De la 81e brigade de Sloboyanske, la perte de contrôle de Siversk par les forces de défense oblige désormais à affronter l'ennemi dans les villages voisins. Yulia Kiriyenko, correspondante spéciale de TSN, nous en dit plus sur les combats dans ce secteur du front. Voici son reportage exclusif. Il erre seul dans le champ, près des bosquets. Voilà à quoi ressemble l'infiltration des Russes. Seuls ou à deux, ils avancent vers nos positions en essayant de trouver un abri. Où va-t-il? Pas clair. Vers le bosquet. Le nôtre? Pour mourir. Il avance, mais tout ce qui avance finit par périr. Ce sont les parachutistes de la 81e de Sloboyanske. Leur secteur du front se situe vers Kramatorsk. Même un seul Russe traversant le champ avec audace ne passe pas ici. Et dans le ciel, un drone d'attaque ukrainien le traque déjà. 2 équipages FPV ont décollé, on va l'attraper. Champ vert, le voilà qui avance, 2 crans vers le haut, 1,5 à gauche. Ivan donne les ordres au pilote et ajuste la trajectoire du drone pour réussir à atteindre l'ennemi. Car d'autres suivront certainement, disent les parachutistes. L'essentiel est de les empêcher de se regrouper en zone grise, car ils attaqueraient alors nos positions en groupe. C'est précisément leur tactique pour l'offensive vers Sloviansk. On va le déloger de là ou l'achever. Nous sommes aux abords de Zakitne, près de la localité de Krivaluka. On élimine l'ennemi avec succès, Sloviansk est encore loin pour eux. L'autre jour, les occupants ont tenté de prendre d'assaut les parachutistes de Slobojansk. 16 motos transportant de l'infanterie avançaient vers nos positions. Ils ont tous été éliminés. C'est presque la première attaque ennemie aussi intense depuis longtemps, car la plupart du temps, les Russes tentent de contourner les parachutistes par les flancs pour atteindre les routes menant à Sloviansk. Mais le commandant affirme qu'il ne leur sera pas facile d'atteindre la ville. Je pense qu'ils devront encore sacrifier quelques brigades. On a d'abord repéré 3 motos, puis 3 autres, puis encore 6. On a déployé l'artillerie, lancé les FPV et les hexacoptères pour les frapper. Menace sur les abords et de l'axe de Kramatorsk depuis Siversk occupé. Les occupants y ont acheminé leurs canons. Les atteindre parmi les ruines des habitations est assez difficile. Mais les pilotes ennemis sont encore plus coriaces. C'est le défi majeur sur tout le front. Ici, on les repère jusqu'à Sviatopokrovsk. Pourtant, les parachutistes y ont aussi débusqué plusieurs points de décollage ennemis aujourd'hui. Et cela signifie que bientôt ils n'existeront plus, affirme le capitaine de combat, surnommé Battle Captain. On a les moyens, il faut juste agir de manière planifiée et non chaotique. Les drones redéfinissent la guerre car même à l'arrière, dans les villes de Sloviansk et Kramatorsk, à des kilomètres du front, ils rôdent en plein jour et frappent tout. Cela force les militaires à s'enterrer toujours plus profondément, au point de créer de véritables cités souterraines avec des tunnels. Comme l'ennemi est sans cesse dans les herbes, c'est ce qu'il nous faut le plus, on va dire. À quelle profondeur sommes-nous sous terre? 4 mètres au minimum. Il y a des zones où nous sommes jusqu'à 6. Et l'étendue d'une telle cité est de plusieurs centaines de mètres avec toute l'infrastructure nécessaire. Pas seulement pour les gens, mais aussi pour les voitures. C'est ainsi que les soldats vivent pendant des mois et construisent de tels abris pour chacune de leurs unités. Des troupes d'assaut aéroportées. Il arrive très souvent que nous ne voyions pas le soleil pendant 1 semaine, 2 au moins, selon la mission. C'est pourquoi nous prenons de la vitamine D. Ici, sous terre, on accueille les nouvelles recrues dans les rangs des troupes d'assaut aéroportées, ce qui inclut la remise des bérets amarantes par le commandant de brigade et de corps, ainsi que le serment du parachutiste. Je sers le peuple d'Ukraine. Je sers le peuple d'Ukraine.
Et maintenant, c'est au tour de l'analyse de la situation sur le front dans la direction de Kostiantynivka. L'ennemi se déchaîne ici aussi. Dans la direction de Kostiantynivka, les envahisseurs ont mené 19 attaques près des localités de Kostiantynivka, Pleshchivka, Ivanopilia, Stepanivka, Ilinivka, Roussinyar, Sofiivka et Novopavlivka. 2 opérations d'assaut sont toujours en cours. Nouveaux drones, nouvelles technologies et hystérie chez les Kadyrovites. L'Ukraine a commencé à utiliser une nouvelle génération de drones sur le front, ce qui a aggravé la situation pour les Russes. Bombes au graphite, intelligence artificielle et indépendance vis-à-vis des composants chinois. Nous vous raconterons tout cela plus en détail dans notre reportage. Les fabricants ukrainiens ont réussi à réaliser une percée dans le domaine des drones. Les fabricants ukrainiens gardent pour l'instant secrètes toutes les données sur les nouveaux drones. Mais en Russie, on commence déjà à se plaindre qu'il est devenu encore plus difficile de combattre les forces armées ukrainiennes. Comme par exemple le commandant d'Akhmat, Apti Alaudinov, qui, avec une mine aussi déconfite, n'avait pas encore parlé de la prétendue destruction de drones. Il faut noter que la situation a changé, précisément en ce qui concerne les drones. L'adversaire dispose désormais de drones d'un nouveau type. Ces derniers jours, les gars ont abattu plusieurs drones de cette catégorie, mais nous les avons déjà étudiés. En laboratoire, nous avons examiné ce que c'était, et il semble que ces drones soient apparemment issus d'une production conjointe. Ukraine-Allemagne, Ukraine-France, il s'avère que ce sont des drones ainsi modernisés. Les drones compliquent autant la logistique des occupants que leur propre vie. C'est ce dont parle Alaudinov, le drone martien. Les drones opèrent de jour comme de nuit. On ne les entend que dans les dernières secondes du piqué, comme sur la vidéo. Ils ne sont pas repérés par les détecteurs habituels et sont protégés contre la guerre électronique. De plus, comme l'écrivent les Russes eux-mêmes, la qualité d'assemblage est très élevée. Et selon certaines versions, ces drones seraient déjà dotés d'intelligence artificielle. Alaudinov assure tout le monde qu'il connaît déjà toute la technologie de ces drones. Mais nos experts ne sont pas d'accord avec cela. Au niveau tactique, toute une série de solutions permettent de contourner la guerre électronique russe, y compris par exemple les fréquences, l'utilisation de câbles à fibre optique et ainsi de suite. Apti Alaudinov n'est pas lui-même un spécialiste des questions de radiotechnique. C'est juste le porte-parole d'Akhmat et rien de plus que cela. C'est pourquoi Apti ne parle pas beaucoup de ces drones. Il admet simplement le fait d'un air triste. Les drones existent et ils sont dangereux. De plus, les soldats russes ont commencé à se plaindre que les forces ukrainiennes frappent avec des drones à bombes de graphite. Non, ce ne sont pas des drones nucléaires. La particularité de cette arme est qu'elle neutralise l'équipement et l'électronique sans destruction physique, sans détruire les bâtiments aux alentours. Ainsi, en tant qu'élément de frappe, même sans frappe de précision sur un objet spécifique, si cette poussière de graphite se dépose sur les fils ou tout autre élément, cela affecte déjà négativement le niveau de transmission et crée des pannes correspondantes. Si nous parlons d'un système de défense aérienne, un complexe de missiles antiaériens, et qu'une telle munition tombe dessus, oui, elle peut ne pas détruire ce complexe, certes, mais compte tenu de son contenu, elle peut le couper de toute communication et même court-circuiter les connexions internes. L'Ukraine progresse en technologie et on ne voit pas la fin de ce progrès, ce qui est très réjouissant. De plus, comme l'a déclaré la société ukrainienne General Chereshnya, une grande usine souterraine sera construite en Ukraine pour produire des composants de drones avec la société croate ORQA, qui est le plus grand fabricant de drones et de composants au monde. L'objectif est l'indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Oui, alors que la Russie accroît cette dépendance, l'Ukraine renforce ses propres forces. Actuellement, l'Ukraine intensifie la production et la modernisation des drones. De plus, elle les exporte même. Les entreprises ukrainiennes de production de drones figurent dans le top 100 mondial. Et il semble que la démilitarisation que voulait tant faire, Poutine a lamentablement échoué. Tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. En 2026, l'Ukraine est sans aucun doute aujourd'hui le pays leader mondial incontesté pour différents systèmes de drones, aussi bien au niveau tactique qu'au niveau stratégique, afin de frapper l'ennemi.
Nous avons donc beaucoup d'expérience et de savoir-faire à partager avec nos partenaires mondiaux dans ce domaine. La guerre a bien changé, elle est plus technologique, et la tactique russe des assauts de chair à canon pour prendre des positions ne marche plus. Parallèlement, les correspondants de guerre russes ne sont plus certains de pouvoir gagner un jour. Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les soldats ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est un constat amer, mais il va falloir l'accepter tel qu'il est. L'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens forment l'OTAN sur la manière dont cette guerre doit être menée. Et c'est déjà un secret de polichinelle. Si, il y a quelque temps, nous parlions de terrains d'entraînement en Bavière ou en Saxe où l'on formait les soldats ukrainiens, aujourd'hui, tout est différent. Sur ces mêmes terrains, on forme désormais les soldats de l'OTAN. En fait, je vais être direct, mais ce que je vois et ce que je ressens, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup, mais je vais le dire. Il s'est avéré que l'armée ukrainienne est plus forte que l'armée de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne suffit plus aux ambitions du vieux dictateur Poutine, et il est temps de l'admettre. Analysons maintenant en détail la situation sur le front dans la direction de Ouliaïpol. La sanglante bacchanale de l'armée ennemie se poursuit ici aussi. Dans la direction de Ouliaïpol, 10 attaques ont eu lieu vers les positions de nos défenseurs dans les secteurs de Zaliznichne, Ouliaïpol, Varvarivka, Orkoho, Ouliaïpolske et Staroukraïnka, ainsi que Vozdvijivka, Tsvetkove, Viktorivka, Zelena Dibrova, Krinovka, Samoilovka et Barvinivka ont subi des frappes aériennes. 3 attaques ennemies sont toujours en cours. Pendant ce temps, Loukachenko aide une fois de plus Poutine dans sa terreur contre les Ukrainiens. Au moins 4 sites de lancement de drones sont en construction en Biélorussie, ce qui permettra aux drones ennemis d'atteindre les villes ukrainiennes bien plus vite. Quelle sera la réponse des forces armées ukrainiennes? Mes collègues vont tout vous expliquer et vous montrer. Le régime de Poutine prépare une nouvelle tête de pont pour frapper l'Ukraine. Cette fois-ci, depuis le territoire de la Biélorussie. Il ne peut y avoir, Pavel, aucun temps de paix. Nous nous préparons à la guerre. Moscou prévoit de déployer en Biélorussie des bases pour des drones à longue portée. Une mesure capable de réduire drastiquement le temps de réaction de la défense aérienne ukrainienne et de modifier l'équilibre des menaces. La Biélorussie n'a jamais été aussi prête pour la guerre qu'elle ne l'est aujourd'hui. En 31 ans de pouvoir, Loukachenko n'a jamais autant investi dans le développement du secteur militaire en Biélorussie. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que la semaine dernière, la Russie a lancé environ 400 drones à longue portée et des dizaines de missiles sur l'Ukraine. L'attaque principale a visé les infrastructures civiles. Il y a des morts et des dizaines de blessés. Poutine n'est pas en mesure d'entreprendre et l'armée d'occupation de Poutine n'est pas en mesure d'entreprendre des actions offensives. Ce n'est pas le cas et il n'y a aucun potentiel pour des actions offensives de la part de l'armée de Poutine. Et Poutine, tout comme son commandement, s'est entièrement tourné vers des frappes sur les villes civiles d'Ukraine. Et ce n'est qu'une partie d'une stratégie plus vaste. Après l'attaque massive du 24 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé « La Moscovie se prépare à une nouvelle phase d'escalade ». Nous avons des informations claires selon lesquelles la Russie prévoit de déployer davantage de stations de contrôle au sol pour drones à longue portée, tant dans les territoires temporairement occupés d'Ukraine que 4 stations sur le territoire de la Biélorussie. Nous réagirons de manière appropriée. Et si auparavant la Biélorussie servait de corridor pratique pour la guerre, désormais les masques sont tombés. Minsk s'enfonce de plus en plus dans le conflit, passant d'un territoire de transit à une véritable tête de pont russe pour frapper l'Ukraine. Depuis 2022, des troupes sont déjà passées par ici, des missiles ont été lancés et l'offensive sur Kiev a débuté. Et apparemment, le dictateur à moustache est prêt à exposer ouvertement la Biélorussie à une frappe directe. Pour l'Ukraine, ce sont de nouveaux risques, et le facteur clé ici est la distance. La distance la plus courte entre Kiev et la frontière russe est de 200 à 250 km. C'est un délai qui profite à la défense anti-aérienne ukrainienne.
Mais si des positions de lancement apparaissent en Biélorussie, la distance sera réduite à environ 100 km. Cela signifie moins de temps pour la détection, moins de temps pour réagir et un risque bien plus élevé de percer la défense anti-aérienne. Et dans cette configuration, l'Ukraine n'est pas la seule à être menacée. Les risques se rapprochent rapidement des frontières de l'OTAN. La Russie est une société civile dévastée qui n'est tournée que vers la guerre, et ce n'est que par la guerre que la Russie et ses dirigeants peuvent subsister avec succès. Quant à la guerre, nous pouvons bien sûr en parler, mais il est évident que tous les experts s'accordent sur un point. La Russie sera absolument incapable et hors d'état de mener une guerre d'envergure contre les forces européennes unies. La seule chose dont Poutine soit capable aujourd'hui, c'est la déstabilisation. Mais même cela devient de plus en plus difficile. Parallèlement, face aux échecs sur le front, le Kremlin mise sur ce qu'il fait de mieux, l'intimidation. Et la Biélorussie devient un instrument clé dans cette stratégie. Une plateforme à partir de laquelle on peut accroître la pression et étendre la zone de menace. Et maintenant, nous nous rendons sur le secteur de Liman, sur le front. Le monde russe continue ici aussi de détruire, de tuer et de mutiler. Dans la direction de Lyman, les soldats ukrainiens ont repoussé 3 tentatives des envahisseurs d'avancer vers les localités de Novomikhailivka, Tverdokhlibove et Liman. Ces 3 opérations d'assaut se poursuivent. Moscou accuse les pays baltes de mettre leur espace aérien à disposition pour le passage de drones ukrainiens. Le ministère russe des Affaires étrangères a, de son côté, mis en garde les États baltes contre les conséquences de l'ouverture de leur ciel aux frappes ukrainiennes contre les ports de la Fédération de Russie en mer Baltique. Par ailleurs, le Kremlin a paniqué face à la coopération entre l'Ukraine et le Japon dans le domaine des technologies de drones militaires. Voyons tous les détails. La Russie a menacé les pays baltes à cause de l'Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a proféré des menaces voilées à l'encontre des pays baltes, les accusant d'avoir prétendument mis leur espace aérien à la disposition de l'Ukraine pour mener des frappes sur le territoire russe. Zakharova a souligné que les pays baltes avaient reçu un avertissement en bonne et due forme. Un avertissement approprié a été adressé à ces pays. Si les régimes de ces pays font preuve d'assez de bon sens, ils écouteront. Sinon, ils devront faire face à une riposte. Selon les affirmations de la partie russe, les pays baltes permettraient prétendument à l'Ukraine d'utiliser leur espace aérien pour frapper les ports russes en mer Baltique. Il s'agit d'attaques de drones qui, selon la version russe, auraient pu survoler le territoire de ces États. Après les premiers cas de drones ukrainiens atteignant le territoire des pays baltes, l'espace médiatique russe a commencé à diffuser la version d'une mise à disposition du ciel à l'Ukraine. Dans le même temps, il n'existe aucune confirmation officielle de ces accusations de la part des pays baltes eux-mêmes. Je pense que tout cela doit être interprété comme des tentatives de pression sur ces pays afin qu'ils cessent d'apporter leur soutien à l'Ukraine. Pourtant, il est de notoriété publique qu'il n'existe aucun fait prouvant que l'Ukraine envoie réellement ses drones via les pays baltes pour attaquer la mer Baltique. Mais il est assez difficile pour la Russie d'accepter sereinement cette situation qui, en plus de détruire les exportations de pétrole russe, porte des coups assez douloureux au régime de Poutine, à sa stabilité et à la manière dont, à vrai dire, le régime lui-même tente de se positionner comme invincible. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait fait des déclarations similaires, suggérant également une possible riposte à l'Europe pour avoir prétendument ouvert son ciel à l'Ukraine pour des attaques contre la Russie. Moscou prendra des mesures si les pays de l'Union européenne mettent réellement leur espace aérien à disposition pour des attaques de drones contre la Russie. Bien sûr, nous estimons que si l'espace aérien est utilisé pour mener des activités terroristes hostiles contre la Fédération de Russie, cela nous obligera à en tirer les conclusions nécessaires et à prendre les mesures qui s'imposent. Dans le contexte de l'intensification des frappes ukrainiennes contre les infrastructures militaires et énergétiques de la Russie, notamment dans la région de la mer Baltique, la Russie durcit sa rhétorique à l'égard des pays membres de l'OTAN dans la région. En réalité,
Les Russes savent très bien que les drones ukrainiens ne sont pas passés par le territoire de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, mais ils profitent simplement de l'occasion pour intimider leurs voisins. Les Russes, eux, tentent psychologiquement d'intimider les pays baltes afin qu'ils réduisent leur soutien à l'Ukraine, sinon ils les menacent d'une invasion militaire directe. Ce qui concorde tout à fait avec les nombreuses déclarations dans les médias mondiaux, ainsi qu'avec les thèses de Trump, qu'il n'aiderait pas les pays de l'OTAN au cas où ils subiraient une quelconque attaque militaire. Voilà, en réalité, toutes les accusations de la part de la Russie sont sans fondement. Tout le monde le sait parfaitement, il n'y a aucune preuve, mais la Russie, elle, tente à nouveau de faire pression sur ses voisins en utilisant la guerre en Ukraine comme argument. Mais ce n'est pas tout. Le Kremlin a paniqué à cause de la coopération entre l'Ukraine et le Japon dans le domaine des technologies de drones militaires. Maria Zakharova a déclaré qu'un tel partenariat nuisait aux intérêts de la Russie en matière de sécurité. En aidant le régime néo-nazi de Zelensky, le Japon s'implique de plus en plus dans le conflit autour de l'Ukraine, causant ainsi des dommages supplémentaires aux relations avec la Russie, déjà sérieusement dégradées par la faute de Tokyo. Récemment, la société japonaise Terra Drone Corporation a signé un accord de coopération stratégique avec la société ukrainienne Amazing Drones, qui s'occupe du développement et de la production de drones intercepteurs. Terra Drone a annoncé son intention d'accroître sa présence en Ukraine. En Russie, en revanche, la coopération entre le Japon et l'Ukraine n'a pas été appréciée. Compte tenu des provocations criminelles systématiques de l'Ukraine utilisant des drones contre des cibles civiles en Russie, nous considérons cette démarche, faite avec le soutien des autorités, comme ouvertement hostile et nuisible à la sécurité de notre pays et de sa population. Il est évident que de telles décisions ne favorisent pas un règlement rapide de la situation autour de l'Ukraine, mais ne font que prolonger les hostilités. Nous rappelons aussi que les armes menaçant notre pays et nos citoyens, ainsi que les usines qui les produisent en Ukraine, sont des cibles militaires légitimes pour les forces armées de la Fédération de Russie. Une telle rhétorique est utilisée par le Kremlin pour légitimer les frappes contre les infrastructures civiles et industrielles de l'Ukraine. En réalité, l'agacement de Moscou vient du fait que la supériorité technologique de l'Ukraine, appuyée par l'industrie japonaise, ruine les plans du Kremlin de conquête rapide et de capitulation forcée. C'est tout pour aujourd'hui, mais très bientôt, dans l'émission Front News, de nouveaux reportages exclusifs de nos journalistes depuis les points les plus chauds de la guerre, réalisés pour que vous connaissiez la vérité. C'était Vladimir Timoshenko. Prenez soin de vous et de vos proches.